Salut à tous! Nous entamons la nouvelle série de réacs sur cette chaîne, centrée donc sur la vieille série kitsch She-Ra. Assez étonnant que ce soit ce genre de choses que vous vouliez que je fasse, mais il y en a qui sont très old school, donc en avant, hein! Et c'est très intéressant parce que, pour ceux qui ne savent pas, She-Ra est donc un dérivé de Musclor, hein, tout comme Xena était un dérivé d'Hercule. Et il y a eu toute une introduction de ce personnage pour nous le présenter, qui a duré 5 épisodes dans la série. Alors j'ai pas réussi à les trouver très bien, et l'ordre des épisodes est super mal fichu dans la liste qu'on a donné tout ça, mais j'ai réussi à trouver sur YouTube, hein, vous aurez le lien, un film qui regroupe, qui résume donc tous ces épisodes d'introduction du personnage que j'ai découvert. C'était long, et il y a eu beaucoup de notes à faire sur l'introduction de She-Ra, mais il faut bien comprendre que c'est majoritairement plus un téléfilm sur Musclor qu'un téléfilm sur She-Ra. She-Ra finira par prendre son importance à la fin, mais durant la première moitié, c'est plus Musclor qui est au centre. Hein. Faut bien garder ça en tête, seulement il faut parler de She-Ra, il faut bien entamer par son origine, et ses origines, c'est ça. Et j'ai eu énormément de notes à prendre. C'est un film de son époque avec les moyens qu'il y avait, quoi. Hein, et j'ai rarement pris autant de notes, hein, même en prenant en compte la durée du truc. J'ai rarement pris autant de notes pour faire une réac. Je tiens à le dire parce que, en toute sincérité, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais si j'avais eu le temps, j'aurais pu me marrer à en faire une critique au détail, mais vraiment à la Disney VHS, tout ça. Tellement il y avait de trucs, de moments ultra kitsch, de mise en scène ridicule, tout ça. Hein. Et on va parler des gros morceaux tout de suite. Hein. Déjà, en termes de visuel, c'est une série occidentale des années 80. C'est la chose rapide pour résumer ça. C'est une série occidentale des années 80. Faut pas s'attendre à quelque chose de sensationnel. Si vous arrivez à me situer une série occidentale animée des années 80 qui a une animation vraiment satisfaisante tout du long, eh ben vous avez trouvé la perle rare. Hein. Et je dis bien les séries des années 80 qui ont duré durant les années 80. Hein. Ne balancez pas un truc comme la série Tortue Ninja qui a commencé en 89 mais qui est surtout une série des années 90. Hein. Voilà. Mais bon. Très rapidement, en termes de visuel, il y a énormément de choses à redire sur les poses qui sont prises. C'est clairement des assets tout près où on sait que nos personnages vont se retrouver dans certaines positions, et donc ils auront toujours des positions par défaut qui reviendront à plusieurs moments, des mouvements aussi par défaut qui reviendront à plusieurs moments, et une bonne partie du temps c'est pas super naturel, on sent vraiment que c'est forcé, les mouvements sont un peu minimalistes, ils font le taf minimum pour que ça passe vaguement, mais ça reste assez minimaliste, hein, c'est vraiment pas travaillé, et je pense que le plus gros problème qui empêche à l'immersion au bout du compte, hein, si vraiment on essaye d'être pris dans le récit, les émotions des personnages, etc., c'est le fait qu'ils aient tous des yeux très fixes, très en mode neutre, si j'ose dire, où au bout du compte, lorsqu'on essaye de faire passer des émotions dans la moyenne, qui sont à peine dans la moyenne ou qui en sortent à peine, ça passe, mais dès lors qu'on essaye de faire quelque chose d'un petit peu poussé, très souvent c'est à côté, mais vraiment totalement, à un point où c'en est assez drôle, je vous cache pas. Donc voilà, visuellement, pas super, hein, j'ai vu pire. Qu'on soit d'accord, j'ai vu pire, mais c'est pas super quand même, hein. C'est une série des années 80 occidentale, et en termes d'audio, c'est pas sans sas non plus, surtout si on essaye de considérer le récit comme sérieux. Ce qu'il est. Ce que ça veut raconter, c'est quand même super sérieux. On parle d'esclavagisme, de contrôle mental, de tyrannie, et de héros qui essayent de lutter contre ça. Ça n'essaye pas vraiment de traiter ça à la légère. Mais dans la façon dont ça illustre ça visuellement et en termes d'audio, on sent un petit peu chez eux l'obligation de faire du cartoon, et ce qui amène à pas mal de moments où c'est ce genre de choses qu'on a. Voilà. Hein, ça aide à fond pour l'immersion dans le sérieux du récit. Hein. Et c'est assez dommage en soi parce que le récit, je vais le dire,
la base de récit en soi est très bonne. On va suivre donc un héros qu'on connaît, qui a son passé que je n'ai pas suivi en détail. J'ai regardé quelques épisodes il y a longtemps quand j'étais tout petit, donc je me souviens pas énormément de Musclor, qui va découvrir un nouveau monde et qui découvrira la tyrannie et un nouveau personnage qui sera pris là-dedans dans un drame qui l'a conduit ici avec des retrouvailles, des choses intéressantes à montrer, mais la mise en scène n'aide pas. Voilà, elle n'aide pas. C'est clair, elle aide visuelle ou audio, elle aide pas trop. Voilà. Alors, enfin bon, ça c'est dit pour les points globaux. Maintenant, on va parler de l'histoire telle quelle. Alors, notre histoire commence sur un personnage de la série Musclor qui s'appelle la sorcière. Là, je vais en parler de ça aussi. les personnages de Musclor, en tout cas en VF, je me souviens plus en détail quels sont leurs noms en VO, j'ai pas suivi ça, vous m'excuserez. En VF, les personnages ont un nom qui correspond un peu à leur fonction. Donc on a une sorcière qui règle un petit peu tous les trucs magiques dans son château d'où elle peut pas sortir parce que elle est bloquée par une quelconque magie qui l'empêche d'avoir ses pouvoirs hors de ça. Et voilà, la sorcière. Elle s'appelle comme ça, la sorcière. On a un mec qui est un maître d'armes du château, il s'appelle le maître d'armes. Et il a pas de nom, c'est le maître d'armes. Ce genre de choses, ça va être bien, ça va être bien. En tout cas, voilà, ça commence sur la sorcière qui est en train de faire une sorte de rêve-vision où on voit un enfant être kidnappé par un monstre et qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est là que cette vision l'amène à enclencher une certaine magie qui fait apparaître une épée semblable à celle de Musclor, à celle qu'il utilise lorsqu'il se transforme, et un portail. Un portail qui est une espèce de porte magique, comme ça. C'est vraiment une porte, c'est une porte et puis il y a un portail derrière. C'est assez drôle, la façon très nonchalante que ça de montrer ça. Enfin, voilà, ça fait apparaître ce genre de choses par magie. Et on passe à notre héros en train de préparer du pain d'épices. Première image de Musclor, je prépare mon pain d'épices dans mon petit bol, mon grand bol, pour mon tigre domestique qui parle. Et voilà, pour quelqu'un qui redécouvre un petit peu l'univers de Musclor, je te jure, ça fait quelque chose. Ah ouais, ok, ça l'ambiance. D'accord. Ouais, il va y avoir un petit peu ça, disséminé partout. Il est en train de préparer son pain d'épices, son tigre domestique qui dit « Ah, tu pourras aller plus vite, j'ai faim, moi !» Il tiennent vraiment à en faire une sorte de comique de service, ça. Et c'est là qu'il se fait appeler par la sorcière qui lui dit qu'il y a donc le problème de la porte, une porte s'est faite, il y a une épée aussi qui est apparue, cette épée est importante parce qu'elle est liée à une personne de cœur qui a à peu près la même destinée que toi. En gros, elle dit pas de qui il s'agit, ce qui est un peu du foutage de gueule. J'y viendrai un petit peu parce que elle sait de qui il s'agit, la personne en question particulièrement, mais elle ne lui dit pas tout de suite. Pour le suspense, la surprise à mi-chemin de film. Donc, Musclor se dit, ok, il faut que je règle le problème de ce portail qui vient de se créer, très bien, je vais là-bas. Et il passe donc d'Eternia, là où il se trouve, son monde principal, à Etheria, le monde sur lequel on se centrera, où il y aura donc She-Ra, etc. Ils sont bien foulés pour la transition des noms en VF. J'aurais dû me renseigner sur les noms en VO. Il y a tellement de choses à dire déjà, vous m'excuserez de ne pas faire tout le détail à ce niveau-là. Enfin bref, il se retrouve à Etheria, un monde qui, au premier abord, n'a pas l'air si différent du sien que ça. Il se rend à une taverne où il y a toutes sortes de mercenaires, de gens un petit peu en couleur, et où le tavernier, c'est Michel de chez nous, quoi. C'est Michel qui vient vous demander votre ardoise et qui a rendez-vous avec son dentiste, c'est... C'est un design tellement quelconque dans ce genre d'univers de fantasy qu'on essaye de mettre en place. Ça me fait tellement marrer cette espèce de contraste qu'on fait avec certains personnages. Parce que la plupart des personnages, ils rentrent un peu dans le ton, mais de temps en temps, il y a des personnages comme ça qui sont totalement, mais à notre niveau, quoi. C'est nous dans les années 80-90. C'est exactement ça.
Ça fait tellement tâche. D'ailleurs, il est super étonné de voir que le tigre de compagnie de Musclor parle. C'est pas le fait qu'il ait un tigre de compagnie, ça va, ça. C'est le fait qu'il parle, le tigre. Hein, non mais sinon, un tigre de compagnie, ça va, il n'y a pas de problème, il peut rentrer à l'intérieur. Voilà, il est super surpris, alors que c'est pas très logique quand même, ça, parce que on verra qu'à Eteria, il y a des tonnes d'autres animaux qui parlent. Il n'y a pas que des animaux, on en parlera rapidement de ça, mais... Voilà, donc il leur commande à manger, et c'est là qu'ils se rendent compte que tout n'est pas tout bleu ici, parce qu'il y a des soldats qui arrivent et qui sont vraiment des soldats oppressifs, qui profitent de leur pouvoir pour forcer les gens à faire ce qu'ils veulent, en étant gratuitement violents, et ils ont des costumes assez... relativement pas mal en soi, hein. Le problème c'est surtout les mouvements, on sent vraiment l'oppression de la nation soldat, la nation militaire en place, et lorsque ils vont un peu trop loin en s'en prenant au pauvre barde qui leur a rien fait, Musclor, enfin Adam, on en parlera de ça aussi, Adam, hein, c'est le nom de Musclor, s'apprête à agir, il se défait de quelques-uns, et c'est là qu'il y a un rebelle qui s'appelle Flèche d'Or, qui intervient pour l'aider. Hein, ce gars-là, au passage, a lui aussi son animal de compagnie, une espèce de hibou aux oreilles arc-en-ciel qui vole et qui parle. Il a un nom, et honnêtement, je vous cache pas, je vais pas retenir tous les noms, hein. Il y a un petit peu trop de personnages, je m'excuserai. Hein, enfin bon, voilà. Le gars, il intervient en voyant, ah, c'est quelqu'un qui représente à fond l'esprit de notre rébellion, ah, super, donc j'aide un petit peu pour lutter contre les trois. Combat gag, un problème aussi important, vous pourriez faire des combats un tout petit peu plus... poussé que ça, moins cartoonesque que ça. Une fois de plus, le propos reste assez sérieux. Alors on a un régime tyrannique, tout ça, et alors que sont défaits des trois soldats qui abusaient de leur autorité, il y a Flèche d'Or qui lui dit « Écoute, c'est bien ce que tu as fait pour moi, il faut que je te présente à mon groupe La Rébellion. » Et donc on va avoir un petit moment où on va se centrer sur le grand méchant, celui qui dirige les soldats du coin, c'est-à-dire la Horde. La Horde, c'est le nom du régime tyrannique qui gouverne le coin, dirigé par un mec qui s'appelle Hordak. Hordak, qui est un peu particulier, puisqu'il aime bien afficher son caractère de méchant en grognant comme un cochon. Voilà, très imposant donc. Et il s'adresse à moult généraux. C'est un peu le problème que j'ai avec l'univers Musclor et She-Ra en règle générale, ce besoin de créer 50 000 persos. Mais She-Ra en particulier, je me souviens un petit peu parce que j'ai quand même un vague souvenir de quand je suivais un tout petit peu cette série, à nouveau un tout petit peu, hein, j'ai pas fait grand chose. Il y a beaucoup trop de persos, quoi. Mais on en parlera dans pas longtemps de ça. Il y a 50 000 généraux, en particulier sa seconde, hein, son bras droit, la sorcière du coin qui s'appelle Ténébra, que je trouve honnêtement assez sexy dans un certain style. Alors je suis peut-être seul sur ce coup-là, mais le fait qu'elle soit couverte de la tête aux pieds, qu'elle flotte, qu'elle ait cette aura donc de sorcière rouge, mais qu'elle montre un petit peu ses formes féminines derrière ça, je trouve qu'il y a quelque chose de sexy qui en sort, honnêtement. Alors je sais pas si la série montrera vraiment son visage à un moment donné ou pas. Et à ce moment-là, ça risque de la rendre moins sexy si elle n'est pas si belle que ça. Mais bon, faut bien comprendre que en termes de modèle féminin, ils ont le même modèle physiquement parlant. C'est-à-dire, vous regardez les différents modèles féminins qu'il y a en place, elles ont plus ou moins le même corps, à part celles qui sont vraiment à part parce qu'elles sont un peu ridicules visuellement. Mais en dehors de ça, les autres persos féminins ont tous à peu de choses près le même corps en termes de forme. Hein, c'est ce qui change, c'est la coiffure. Hein. En gros, à peu de choses près, c'est ça. Hein. La coiffure et peut-être un tout petit peu les lèvres, mais pas plus, pas plus. Donc, elle se démarque un petit peu par le fait qu'on ne voit pas son visage et qu'elle a ce côté un peu mystérieux qui ressort. Et voilà, il y a ce bras droit, il y a différents personnages, je ne vais pas vous faire la liste de tous. Il y en a trop, il y en a clairement trop. Juste un petit mot sur la commandante, la générale Féline, et qui, pour bien appuyer le fait qu'elle a ce pouvoir de se transformer en tigre géant, et ben elle fait miaou à chaque fois qu'elle parle. Miaou. Voilà. C'est bien.
Donc, il y a Hordak qui, avant de cette rixe qu'il y a eu avec Musclor, il se dit, ok, prévenez la générale Adora pour s'occuper de ce problème. Et voilà, plus tard, il y aura ça. Mais, entre-temps, il y a donc Musclor qui découvre toute la rébellion, toute la base de la rébellion. Et je ne vais pas vous faire une fois de plus le détail, parce qu'il y a beaucoup trop de persos. Et ils sont commandés par une fille qui s'appelle Cynthia, je crois, ou Cynthia. Il y a un problème de nom aussi, en tout cas en VF, quoi. Certains noms sont prononcés différemment selon la foi. C'est un peu bizarre, je trouve. Enfin bref, il y a la chef, il y a toutes sortes de persos en couleur. Parmi ceux-là, il y a une sorcière et un balai vivant qui parle. Voilà, le truc qui m'a fait le plus craquer dans ce délire, il y a un balai vivant qui parle, quoi. Il a sa petite personnalité et tout, hein, il participe aux discussions, il est là. Ok. Vous étiez obligé de faire ça. Enfin bon, il parle un petit peu de la rébellion, de certaines choses qui doivent se mettre en place. Et au bout d'un moment, ils ont vent que le village dans lequel ils étaient il y a quelques moments se fait embarquer par la Horde, amené vers les mines de je sais plus trop quoi, pour être traités en esclaves et tout, parce qu'ils ont été l'endroit de cette injure envers la Horde, et donc il y a la Horde qui envoie cet ultimatum, vous vous rendez à la rébellion, sinon on s'occupe d'eux. Il y a la chef qui se dit, ok, c'est peut-être temps d'agir en tant que rebelle, sachant qu'Adam dit, je connais peut-être quelqu'un qui pourra vous aider. Et il est à fond dans son double rôle, hein, Adam Musclor. Une fois de plus, j'en parlerai quand on y sera un peu dans le détail de ça. Je connais quelqu'un qui pourra vous aider, et donc ils se mettent en route pour lutter contre la Horde, avec pas mal de généraux qu'on a vu avant, dont la fille Niaou, et ils sont dirigés par la générale Adora, qu'on voit enfin à 15 minutes de film. Ce sera donc notre héroïne centrale de cette série, et qui suit donc les ordres d'Hordak, même si elle semble être plus noble, dans le sens, oui, on s'en prend pas inutilement aux gens, soyons fiers et respectueux dans ce que nous faisons. On sent que les autres généraux l'ont pas trop à la bonne pour ça, et c'est peu après qu'il y a nos héros, notre rébellion qui attaque. Je vous passerai les détails de ce genre de combat, une fois de plus, c'est très gag, il y a pas mal de moments qui sont... dira-t-on un peu discutable en termes de logique, de mise en scène, de combat, de chorégraphie. Des tas de cas où on a des personnages qui attendent presque d'être frappés après que tel héros a fini de dire sa punchline, vous voyez. Punchline puis punch, voilà, en gros, et c'est vraiment pas génial, hein. La chorégraphie est vraiment à revoir dans ce genre de combat pour avoir un rythme satisfaisant. En tout cas, grâce à l'aide de Musclor, et je vais quand même vous donner ce petit plaisir-là, parce que c'est toujours un petit plaisir à voir ça. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Ah, la nostalgie. Ah, ça fait toujours un petit quelque chose, ça. Donc... voilà, ils se battent bien, ils arrivent à mettre à mal pas mal de méchants. Je suis pas sûr s'ils en tuent certains ou pas, parce qu'il y en a 2-3 qui se prennent des tirs directs. On pourrait croire qu'ils meurent, mais bon, ça faudrait voir pour la suite s'ils sont survécus ou pas, ces généraux-là. À un moment donné, Musclor finit par perdre bêtement son épée en l'achetant dans la gueule de son tigre, et pense pas à la récupérer, ce qui fait qu'il se bat contre Adora avec l'épée que la sorcière lui a donnée, l'épée en plus, qui ressemble à la sienne, et ouais, au début ça se passe bien, il a l'ascendant, mais l'épée finit par réagir à la présence d'Adora, ce qui surprend Musclor, c'est-à-dire que c'est toi, mais c'est bizarre, parce que c'était quelqu'un de bien que j'étais censé retrouver, et c'est là qu'il se fait prendre par surprise et capturer avec un tir dans le dos.
Il se retrouve donc menotté, torse nu à se débattre, et ça colle totalement au sous-texte homosexuel de Musclor. Ça c'est un truc, tout le monde arrête pas de faire des gags là-dessus, mais c'est tellement facile, quoi. Sortez-moi de là. Ah oui. En tout cas, il a une discussion avec Adora sur ce qui est censé représenter l'épée qu'elle tient dans sa main tout de suite et le fait qu'elle était censée venir aux mains de quelqu'un qui lutte pour le bien. Et elle dit, bah, je suis du côté du bien, je suis du côté de la Horde, un régime juste, et c'est vous les rebelles qui essayez de le défaire. Elle croit trop qu'elle est dans un bon régime, et il y a Musclor qui finit par lui dire, ok, t'es sûr de ce que tu dis? T'as vraiment vu comment est traité le peuple, tout ça? Non, je n'ai jamais quitté un petit peu l'endroit où on m'a formé. Et, ça sent bien, et va jeter un œil quand même. Fais-toi une petite idée. Et elle se dit, ok, je vais voir. C'est un peu rapide, un peu facile. Au début, j'ai trouvé ça un peu gros que... Comme par hasard, elle n'ait jamais fait gaffe aux méfaits de l'ordre, surtout il y a quelques temps où, lorsqu'elle s'était rendue donc au village, c'était quand même pour enfermer tous les villageois. Hein, et faire un ultimatum aux rebelles. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de tous les détails, mais elle devrait quand même se rendre compte qu'on a mis en prisonnier tous les villageois qui n'ont en eux-mêmes rien fait. Mais on expliquera ça d'une façon plus acceptable par la suite, donc c'est pas trop dérangeant. Et donc, pendant qu'elle ira jeter un œil aux alentours et se rendra compte que, ben oui, les soldats de la Horde traitent très mal le peuple, va y avoir nos rebelles qui auront toute une aventure en plusieurs étapes assez chiantes et inutiles pour rembourrer le film, pour essayer de venir à l'aide de Musclor pour le libérer. Et quand je dis que ça s'étend pour rien, ça s'étend vraiment pour rien, quoi. Le truc important, c'est quand ils arrivent devant Musclor et qu'ils vont se faire capturer au passage. Mais avant ça, on a des tonnes de petits à côté, de petites parenthèses qui servent à rien, où il y en a certains qui démontrent leur pouvoir. Étant donné qu'ils sont 30 000, ça aide pas à les démarquer énormément. Enfin bon, quoi, après un tas de péripéties à la con sans intérêt, ils finissent par arriver devant Musclor pour essayer de le sauver, mais c'est là qu'Hordak les a attendus et les reçoit avec un gaz qui les paralyse, et donc ils se font tous capturer comme des merdes en essayant de sauver Musclor. Voilà. Musclor qui, juste après ça, ne sera pas surveillé, parce que ça c'est un truc très très caractéristique de la Horde et d'Hordak. Ils ne font pas gaffe à leurs prisonniers. Ils sont tous seuls dans leur coin, personne pour les garder. Mais vraiment, personne de chez personne. Hein. Donc après ça, Musclor ne sera pas surveillé. Et il y aura donc l'oiseau à la con de Flèche d'Or qui ne se sera pas fait capturer et qui viendra le délivrer de ses menottes grâce à un système de boutons électroniques qui l'en délivre. Et c'est lui, c'est Musclor, qui viendra délivrer tout le monde et ils finiront par se barrer avec un peu de combat en plus. Voilà, voilà. Enfin bref, ils finiront par se barrer. C'est là que Adora viendra confronter Hordak et Ténébra pour leurs exactions, pour leur dire qu'elle n'est pas contente. Vous m'aviez dit qu'on était un royaume juste, un ordre juste, alors que vous traitez super mal la population, je ne veux pas être de votre côté. Et c'est là qu'ils se rendent compte que le sort de soumission, le conditionnement qu'ils lui ont donné finit par se restreindre, par s'étioler à cause de l'épée qu'elle porte. Et voilà, on appuie le fait que si elle laisse passer pas mal de ses ordres, c'est parce que elle a une suggestion hypnotique de la part de Ténébra qui lui envoie ses ondes pour lui faire croire que ce qu'ils font est juste. Donc c'est logique. Vous voyez, j'avais peur au début que ce soit un petit peu grossier. Non, non, ils donnent quelques explications qui tiennent la route quand même, quoi. Elle est donc réhypnotisée par Ténébra en se défendant à peine, et on lui confisque l'épée, qu'on cachera pas très bien, comme vous le verrez dans pas longtemps, mais voilà, on lui confisque cette épée-là, pour qu'elle continue de suivre un petit peu les ordres. Pour l'instant, une fois de plus, dans la première moitié, elle est vraiment au second plan, quoi. On la met un petit peu en avant, mais c'est vraiment Musclor, le héros principal. Hein. On passe donc, après ça, à l'épisode suivant, j'ai l'impression. Hein, à nouveau, je regarde ça en film, mais je pense que c'est ce moment-là qu'il y a une coupure et qu'on passe à l'épisode suivant, où c'est
le nouveau objet, le nouvel outil d'Hordak. Il s'appelle... je ne me souviens même pas du nom de ce truc, tellement c'est n'importe quoi. L'inducteur de faisceau magna téléporteur. C'est un inducteur de faisceau magna téléporteur. Ah. Un nom bien pompeux, et tout ce que ça fait, en gros, ça téléporte n'importe quoi dans la vallée des ombres. On n'explique pas exactement, c'est un endroit, donc, d'ombre, d'où on ne revient pas. D'où personne n'est revenu, et on ne va pas détailler ça plus, on ne montrera pas ça en détail. À un moment donné, je me suis dit, tiens, peut-être qu'un de nos héros va se retrouver là-bas, il va devoir battre téléporteur. Tiens, non. Peut-être plus tard, hein, dans la série She-Ra, hein, mais... pas dans cette intro-là, en tout cas. Voilà, c'est une sorte de zone fantôme, hein, à la Superman, si vous connaissez. Et il a prévu d'utiliser un rayon pour s'occuper des rebelles et tous les transporter dans cette fameuse vallée des ombres. Les transporter à distance. Parce qu'il sait exactement où il se situe et il pourra tous les avoir. Ce qui est un peu bizarre, je vous cache pas, dans la mise en scène. Parce que vers la fin, lorsqu'il aura fini de charger ce rayon-là, il attaquera une destination, une direction un peu imprécise. Et vraiment, il pensait toucher tous les rebelles comme ça. J'ai du mal à le croire, honnêtement. Hein. Mais bon, le truc, c'est que il a fait un tir d'essai. Et à cause de ça, ou même si c'était un tir d'essai pour pas grand chose, pas assez puissant en tout cas, il a besoin de charger son arme. Et son arme marche au désespoir, ou plutôt à la volonté en fait. À la volonté des personnes qu'il met là-dedans. Donc il utilise tous les esclaves, tous les gens qu'il a capturés pour puiser leur volonté et remplir son arme. C'est n'importe quoi, c'est complètement aléatoire la façon dont ça marche. En tout cas, voilà, il fait ça avec ses prisonniers. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Eh ouais, ces prisonniers suffisent pas pour remplir totalement son arme. Et si une chose qui va bien l'arranger, c'est que Musclor se sera dit un petit peu avant, je vais aller voir ce qu'il en est. Je vais aller m'infiltrer et m'occuper d'eux. Et en voulant s'infiltrer, il se déguise en soldat en piquant une de ses armures. Et alors, un truc qui me fait franchement marrer, mais vraiment totalement marrer, c'est le fait qu'il se fait repérer à cause de ça, parce qu'il y a ses cheveux qui dépassent du casque. Parce qu'aucun de leurs soldats ne peut être blond. Ok? On est dans une série où personne ne voit que Musclor et Adam sont la même personne. Ah non, mais on l'appuiera ça à fond, hein. C'est vrai qu'Adam, c'est mon Clark Kent, Musclor, c'est mon Superman, quoi. Le truc, c'est que Clark Kent, Superman, alors, ils sont complètement détachés, quoi. Ils ont pas une vie qui a un lien direct, et surtout, quoi, il y a une différence de style vraiment notable, quoi. Il lâche ses lunettes et ses cheveux sont un petit peu gominés différemment. Tu sens que ça peut être vaguement crédible. Que physiquement on fasse pas le lien tout de suite. D'autant plus que, voilà, Clark Kent, c'est pas le prince du pays. Clark Kent, c'est un journaliste lambda. C'est pas la première personne qui ferait parler d'elle, quoi. Alors qu'Adam, bah, c'est le prince du pays. Vous voyez comme ça marche pas, hein? Et ben, dans cette configuration-là, où on ne fait pas le lien entre Musclor et Adam, eh ben, on arrive à voir la différence, à reconnaître un imposteur avec juste une neige de cheveux qui les passe d'un casque. Deux poids, deux mesures totalement, quoi. Hein. Donc, il est repéré, et ce qui fait que lorsqu'il essaye de s'infiltrer, il, malheureusement, ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Il essaye un petit peu rapidement de s'adresser à Adora, mais Adora, maintenant, elle est sous le contrôle de la magie de Ténébra, et donc croit que la Horde est juste, et que c'est un sale traître de rebelle qui a essayé de lui monter, de lui monter la tête. Et il se fait avoir par derrière, il essaye de se défendre un petit peu, mais Adora lui tire dans le dos. Et c'est la deuxième fois qu'il se fait capturer en se faisant tirer dans le dos. Et il se fait pas tirer dans le dos une troisième fois. Hein, ça aurait été un gag récurrent, malheureusement ça n'arrive que 2 fois, mais quand même, quoi. Les 2 fois où il se fait capturer, c'est quand il se fait tirer dans le dos. Et il y a Hordak qui se dit, ah, ce gars-là a une volonté tellement forte, je suis sûr qu'il finira de remplir mon arme. Et donc il le fout dans son caisson en lui aspirant petit à petit la volonté pour remplir son arme. Et Adora,
qui le regarde au loin, alors qu'il y a Ténébra qui aura foutu les deux épées côte à côte à 10 mètres de sa cage. Parce que pourquoi pas, merde, elle finira par avoir quelques doutes, et dans son sommeil, après ça, elle finira par être appelée par une voix, celle de la sorcière, hein, donc la sorcière bénéfique de Musclor, qui lui dira que ce n'est pas sa place, qu'elle doit chercher sa bonne voie, et cette voix-là donc l'amènera devant la cage de Musclor, et surtout devant les deux épées. Elle sentira de plus en plus l'appel de l'épée qui lui correspond, et elle finira par parler à la sorcière, parce que la sorcière est incrustée dans l'épée, elle peut parler directement à She-Ra à travers l'épée. C'est cool, là, c'est pratique. Et lui dira, ok, si ce n'est pas toi, tu suis la bonne voie. Elle finira par être prise par l'appel du destin, tiendra son épée et hurlera pour l'honneur du crâne ancestral. J'ai le pouvoir! Oui, on va faire les deux quand même, hein. Soyons un petit peu équitables. Donc voilà, elle se transforme en She-Ra pour la première fois, et Musclor ne la reconnaît pas. Personne ne la reconnaît en She-Ra. C'est comme pour Musclor, elle a exactement la même gueule, elle a juste des vêtements différents. C'est pas comme si elle avait un masque ou quoi que ce soit. Non, c'est la même gueule, même coiffure. C'est juste... Elle a des vêtements différents, c'est pas la même personne. C'est une magie, c'est peut-être une aura magique qui fait qu'on les reconnaît pas telles quelles, je sais pas. En tout cas, voilà, elle libère Musclor. Malheureusement, pas à temps pour que l'arme soit rechargée, mais suffisamment à temps pour qu'il la récupère quand même. Il n'a pas perdu toute sa volonté. Et alors qu'ils se battront ensemble, ça va être pas super bien rythmé là une fois de plus. Il y aura Musclor qui lui dira de partir, s'occuper de certaines choses, s'occuper de contrer le rayon d'Hordak pendant qu'il maintiendra les forces. En s'échappant, elle finira par tomber sur son cheval, hein, qui s'appelait je sais plus comment, Ange ou un truc comme ça, mais on s'en fiche puisque Éclair, c'est ça, s'appelait Éclair au début, mais lorsque il est touché par la magie de son épée, c'est comme pour le tigre de Musclor, là, elle a son animal familier, ben, pour elle c'est son cheval, ben, elle finira par se transformer en licorne volante qui s'appelle Fougor et qui parle. Et elle le prend comme ça. Maintenant, tu m'appelles Fougor, s'il te plaît. Ah, ok. J'ai puis continue. Ok. J'aime bien cette façon d'accepter tranquille ce qui se passe. La magie, c'est normal. C'est normal. Donc, voilà. Elle se mettra dans le chemin du tir d'Hordak contre les rebelles. Une fois de plus, il dirige dans un endroit super vaste, pas sûr que ça puisse marcher, mais bon, elle balance un gros rocher pour que ce soit ce gros rocher qui soit transporté dans la vallée des ombres à leur place. Et lorsque Hordak se dit « Ah, je vais m'occuper de lancer un rayon de plus parce qu'il reste assez de puissance », il y a Musclor qui arrive et qui détruit comment ça s'appelle cette merde déjà? Le Magna Téléporteur, voilà. Il détruit le Magna Téléporteur avec le même coup de poing. J'aurais dû en parler, quoi, où on a toujours le même angle et toujours le même mouvement. C'est comme ça, chaque fois. Il adore faire ça, Musclor, c'est son truc. Hein. Une fois de plus, une animation recyclée à fond. Hein. Faut vraiment vous attendre à voir ça dans ce genre de série, hein, des années 80 occidentales. Donc... Le rayon est défait, Hordak veut s'attaquer à Musclor qui est quand même un petit peu affaibli, mais She-Ra lui vient en aide et ils parviennent à se barrer, tout contents d'avoir déjoué le plan du grand méchant. She-Ra est maintenant désormais totalement réveillée, elle comprend un petit peu que ce qu'elle suivait jusqu'à présent était mal, et c'est là que la sorcière à travers l'épée leur raconte le passé, l'histoire de She-Ra, comment c'est arrivé, qui est cette Adora, et... on apprend à ce moment-là qu'elle est la sœur jumelle de Musclor. Rien que ça. Et oui, c'est pour ça qu'ils sont liés par la même destinée. Hein. Ils sont frères et sœurs jumeaux. Et elle explique, la sorcière, que fut un temps, Hordak et ses troupes ont attaqué Eternia, hein, et ont été défaits par le roi et la reine de l'époque. Mais avant de se barrer, déjà Hordak avait... sous sa main comme élève Skeletor, hein, le grand méchant de Musclor. Donc on donne une origine à Skeletor, la venue de Skeletor aussi. Hein. Et il sort pas de nulle part, il vient également de la Horde, Skeletor. Et
il a, pour se venger d'avoir été défait par le roi, capturé, kidnappé un des deux jumeaux du royaume, c'est-à-dire donc Adora, avant de se barrer via un portail magique. Et donc ça a été horrible pour le roi. Au bout d'un moment, pour échapper à leur tristesse un petit peu et faire en sorte que ça ne pèse pas sur le royaume, il y a la sorcière qui a lancé un gigantesque sort d'oubli sur toute la population. C'est un petit peu comme les trolls dans Once Upon a Time, là, les trolls de la Reine des Neiges dans Once Upon a Time. On peut faire ce genre de choses. Voilà. La magie est puissante à ce point. La sorcière, vraiment... Hein, voilà, ça va, hein, elle est bien pétée. Hein. Mais bon, énormément de magie sont pétées là-dedans. Hein. C'est un peu le problème qu'on sent dans ces cas-là, où nos personnages ont tellement de pouvoir et puis ils peuvent sortir un peu de nulle part que c'est difficile de ressentir le danger, la force, le poids du danger dans ce qu'ils subissent. Mais bon, quoi, et après avoir raconté tout ça, il y a Musclor et She-Ra qui sont contents de se retrouver, ou plutôt Adam et Adora. Et j'avais pas fait gaffe, oui, ils commencent par AD tous les deux. Hein, ils se sont vraiment des jumeaux, quoi. Adam et Adora sont contents de se retrouver, ils se font un câlin et Adam décide d'amener Adora à la rébellion qui au début se dit ah, tu nous as amené Adora, le général Adora, on va pouvoir faire nos demandes. Non, rassurez-vous, elle est de notre côté maintenant. Je lui ai fait comprendre la vraie voie, la voie juste, et tout le monde se dit ok, c'est cool, bienvenue. Acceptez comme ça, tranquillou, hein, y a pas de problème. Ouais, j'ai un petit problème avec ça, je vous cache pas, hein. C'est le genre de choses qui auraient pu être cool et je vais en parler dans pas longtemps. Mais avant tout, j'aimerais quand même un tout petit peu indiquer le fait que, très vite, il y a Adora et Adam qui se parlent de façon assez familière. C'est un ami à toi, frérot? Comment ça, frérot? Oui, frérot. Oui, c'est un truc, je vous cache pas. Et j'ai jamais rencontré personne qui parlait à son frère, à son frangin en disant frérot. Ou alors c'était vraiment un cas particulier, quoi. C'est pas quelque chose qui se disait de façon très sérieuse quand tu disais frérot. Mais là, elle dit ça comme ça, frérot, ça fait tellement bizarre. C'est ce genre de formulation comme ça. Hein, elle pouvait pas dire mon frère, hein, dit frérot, hein, histoire de dire que c'est très familier entre eux, quoi. Ce petit détail là con, c'est rien du tout, je suis sûr que tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait un peu rire. En tout cas, du côté de la rébellion, puisqu'ils ont vite accepté Adora, ils sont un petit peu peinés parce que, voilà, il y a un petit problème avec la reine du pays, la reine Angela, ou Angel, ça dépend des fois, hein, parce qu'il y en a qui l'appellent Angela, il y en a qui l'appellent Angel. Il y a la reine Angela du royaume qui est capturée depuis un certain temps dans une vallée trucmuche. Et il y a Saint-Ilia, si je sais plus machine là, qui est sa fille. Et qui se dit, il faudrait qu'on y aille, il faut qu'on aille la libérer, tout ça, et ça sort de nulle part. Ça n'a jamais été appuyé une seule seconde, le fait qu'il y ait une reine avant Hordak bienveillante, et aussi que c'était la mère de la chef de la rébellion. Ça n'a jamais été appuyé avant. Ce qui fait que lorsque il y a Adora qui se met en avant pour dire, ok, laissez-moi faire, on va s'occuper de ça, moi et Musclor, restez dans votre coin, c'est trop dangereux pour vous. Je me dis, ok, c'est cool, il y avait tellement moyen de faire ça mieux, tellement moyen d'amener ça mieux. Faire en sorte qu'on sache que cette reine existe plus tôt, que c'est la mère de Machine plutôt, qu'elle ait un petit peu ce poids sur la conscience, et lorsque Adora serait venue au sein de la rébellion pour les aider, qu'il ne lui fasse pas confiance tout de suite, qu'elle ait vent un petit peu de cette histoire de la reine qui est capturée, et de tout le monde qui se dit hein, c'est trop dangereux d'y aller, tout ça, et qu'elle se dise ok, pour prouver ma bonne foi, il faut que j'aille la libérer. Et Musclor qui l'accompagnerait parce que ils sont solidaires, ce sont des frères et sœurs, tout ça. Là, à ce moment-là, je me serais dit, ok, ce serait fluide, bien pensé, mais là non, vous faites comme si tout le monde les avait acceptés directement, avait accepté Adora directement, et elle se propose comme ça, tout le monde est content, cool, vas-y. Ça manque de conflits et de moments pour appuyer ce que représentait Adora, finalement. Parce que à partir de maintenant, Adora, c'est la gentille héroïne qui n'a plus rien à se reprocher et qui transporte à peine son passé trouble derrière elle.
Alors que ça aurait pu être beaucoup plus fort que ça. On aurait pu vraiment appuyer qu'elle se sent mal d'avoir contre son gré, mais d'avoir quand même aidé la Horde à appuyer son règne tyrannique. Mais là, maintenant, elle se dit, ok, je suis de votre côté, je suis gentil, youhou, vive la, vive la communauté, on va tous être heureux ensemble. À peu de choses près. Sachant que tous ensemble, c'est surtout elle et Musclor qui vont faire le gros du boulot. Hein. Autant au début, ils essayaient d'avoir un petit impact, autant à partir de maintenant, ça va être Musclor et Shira qui vont faire tout le boulot, quoi. Hein. Et je vous passe vite la libération de la reine Angela. Elle est gardée par 2 harpies qui se défendent bien pendant une petite minute, mais Musclor et Shira parviennent à les battre assez vite malgré tout, et ils libèrent la reine, qui a des ailes d'ange, contrairement à sa fille. Ok, pourquoi pas. Et qui, dès lors que Musclor l'aura sorti de ses chaînes, finira par récupérer ses pouvoirs, sera fraîche comme un gardon pour retrouver sa fille, participer à la rébellion. Et suite à ça, il y aura Musclor et Shira qui se diront « Ok, maintenant que la reine est là, ils pourront peut-être se débrouiller un petit peu tout seuls. Si on retournait à Eternia, voir nos parents. » Voilà, c'est le truc. Il y a quand même Adora qui voudrait retrouver ses parents et renouer avec son passé, hein, c'est quand même pas mal. Même si elle a quelques doutes, une fois de plus, pas particulièrement bien montré. Adam, tu crois que je vais plaire à nos parents? Mais sois tranquille, ils vont t'adorer. Oh, physiquement ça devrait aller, tu pourrais leur plaire. Par contre, ils ont toujours voulu une fille danseuse, que tu sois une guerrière, c'est pas top pour eux, hein. Mais je pense qu'ils devraient t'accepter quand même, hein. La façon dont c'est montré, quoi, ça devrait être une réflexion sur le fait que, avec les exactions qu'elle a fait, elle devrait se sentir mal et ne pas mériter leur affection. Mais vu comme c'est montré, c'est juste, oh, est-ce qu'elles vont aimer comment je suis, comme ça tout de suite. C'est le genre de choses, vous voyez, qui passent pas très bien. En tout cas, Hordak, de son côté, il vole par là. Enfin bon, il est alerté par des soldats qui ont vu donc ces deux-là, et il décide de voler par là, il se rend compte que sa traîtresse d'Adora se barre, et il ne veut pas ça, et c'est pour ça qu'il se transforme en fusée. C'est un Transformers du pauvre, ce gars. Et c'est un truc qui n'a pas été appuyé une seule seconde avant cet instant-là. Avant cet instant-là, c'était un grand méchant qui faisait du... Mais sinon, on n'a jamais appuyé que c'était un Transformers. Mais c'est son pouvoir, il peut se transformer en pas mal de trucs. On verra plus tard qu'il peut se transformer en Feroz également. Et donc, il les suit à travers le portail, sans se faire repérer, parce qu'il arrive, il passe le portail 2 secondes après eux, mais il sortira du portail 20 secondes après eux. Pour les besoins de la mise en scène. Parce que, pour les besoins de la mise en scène, il va y avoir Adora et Adam qui retrouveront la sorcière de l'autre côté du portail, qui les accueillera, et qui les amènera à, donc, aux parents d'Adam. J'en parle tout de suite parce que c'est un truc qui m'a totalement fait délirer. Il y a Adam qui dit à son père et sa mère, le roi et la reine, ainsi qu'au maître d'armes et tout, fermez les yeux, j'ai une surprise pour vous. Ok Adam, on va fermer les yeux, c'est quoi la surprise? Oh, mais c'est la fille qu'on a perdue pendant 20 ans. Ah, c'est un plaisir de te retrouver. Je suis hein. C'est complètement con. Et puis là, l'animation qui va avec. À nouveau, je pourrais parler des heures de l'animation. Hein. Je pourrais me moquer pendant un bon moment de ça si je faisais une critique au détail, mais à nouveau, on va pas éviter de faire durer ça trop longtemps. Enfin bon, là, c'est les retrouvailles. Le père a une voix dégueulasse. Mon fils, je veux que tu saches qu'en faisant cela, tu as fait de moi l'homme le plus heureux de tout Eternia. Alors, je vais pas être méchant, trop méchant avec la VF de Musclor et Shira, parce que globalement, la plupart de ces personnages sont doublés très acceptablement. Vraiment, il y a juste les personnages un peu plus secondaires, ceux qui ont un rôle un peu moindre, qui n'ont pas des masses de charisme, et j'ai le sentiment qu'ils avaient qu'une seule prise aussi, ce qui fait qu'il y a des moments qui sont un peu golden dans
dans le non-jeu ou le surjeu. Comme par exemple cette réplique de Pluto. Ça, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime pas ça. C'est... ça aide pas trop. En tout cas, voilà, c'est des retrouvailles, tout le monde est content et ça a l'air de bien se passer. Nora semble retrouver son sourire, tout ça. Mais voilà, il y a Hordak qui est revenu sur Eternia également. Et en déambulant un petit peu n'importe où, au petit bonheur la chance, il finit par tomber sur la demeure de Skeletor, qui va avoir un rôle, hein, Skeletor quand même. Et voilà, c'est des retrouvailles un petit peu houleuses au début, avec des tonnes, une fois de plus, de plans recyclés, où au début, c'est le combat entre eux, mais Hordak finira par lui dire « Ok, j'ai besoin de toi pour m'aider à capturer Adora, et après je me parlerai avec elle, t'auras plus à m'avoir dans les pattes. » Et Skeletor dit « Ah, ok, très bien, je t'accompagne là-dessus, après tu te barreras, comme ça je t'aurai plus dans les pattes. » Et le plan de Skeletor. Alors, c'est de se faire passer pour le chef cuistot du palais, du château. Et le chef cuistot, c'est une fois de plus, c'est Norbert, quoi. C'est Norbert, le chef cuistot de maintenant, et qui est bien en chair. Ah, regarde-moi, cette bonne pote, nous allons faire cuire le truite aujourd'hui, hein, ce genre de truc. Ce genre de design, une fois de plus, mais punaise, quoi. Enfin bref, il se fait passer pour le chef cuistot, tout ça juste pour apparaître par surprise devant le roi, la reine et Adora qui étaient en train de dîner. Je sais pas où est Adam, il était en train de faire sa toilette, je sais pas trop. Et il les prend par surprise, Hordak, pour les assommer. Donc Adora, le roi et la reine, et il ne capture qu'Adora. Vous auriez pu également capturer le roi et la reine. Hein. Vous étiez plusieurs. Il n'y avait pas que Skeletor et Hordak. Il y avait aussi d'autres laquais de Skeletor. Hein. Sans doute important dans le lore de Musclor. Je vous cache pas qu'ils m'ont pas grandement marqué cela. Mais voilà quoi. Ils finissent par se barrer en emportant Adora. Et il y a Hordak qui a l'air content, il va partir avec sa traîtresse. Seulement voilà Skeletor qui a créé un portail parce qu'il a ce pouvoir là. Je peux créer des portails moi aussi. Je dis non merde en fait tu sais quoi, va te faire foutre, on t'envoie seulement toi. Tu vas te faire voir, on ne doit plus, tu retournes dans ta dimension. Et moi je m'occupe d'Adora. Et ouais, alors le niveau de traîtrise est cool, mais pourquoi t'as pas pris le roi et la reine si ton but c'était vraiment d'avoir le pouvoir sur le royaume? Parce que ce que tu fais, c'est que tu vas essayer d'utiliser Adora pour faire du chantage au royaume. Si tu avais capturé le roi et la reine en plus, ou simplement l'un des deux, là, tu avais une double emprise. Je sais pas, c'est pas super bien réfléchi, hein, Skeletor. Et puis bon, Skeletor, c'est juste un conflit de passage. Histoire de dire, quoi, histoire d'envoyer Hordak sur son monde, et surtout de mettre un petit peu plus en avant She-Ra, parce que, croyez-le ou non, ça va pas être la demoiselle en détresse qu'on va devoir sauver, elle va se sauver elle-même. Voilà, quand même. C'est pas non plus ultra sexiste où c'est le mec qui doit sauver la femme tout le temps. Elle va un petit peu montrer sa puissance, celle-là, en jouant un petit peu la comédie, en feignant de tomber dans les vapes, en jouant la fausse fille faible. Ça c'est drôle, hein, j'avoue que c'est plutôt cool ça. Et en piquant son épée qui avait été emportée par les autres pour se transformer en She-Ra et botter le cul de tout le monde. Assez vite, elle se débrouille toute seule, elle a besoin de personne. Lorsque Musclor arrive, elle a tout géré. Il y a Skeletor qui se dit « Ah, une Musclor au féminin, il ne pouvait rien arriver de pire !» Et tout le monde se marre. Voilà. Alors, c'est marrant, hein, un petit peu dans l'idée, et puis c'est cool pour appuyer un peu She-Ra, je reconnais. Même si, une fois de plus, elle ne se fait pas reconnaître en tant qu'Adora. Mais vraiment, il y a Adora qui se fait capturer, il y a Musclor qui dit « Ah, c'est une amie à moi », She-Ra qui apparaît comme ça et qui n'apparaîtra plus après, et il y a le maître d'armes et sa fille qui sont là, qui se demandent qui c'est celle-là, et qui croient totalement que c'est quelqu'un d'autre qu'Adora, hein, She-Ra. Alors qu'elle apparaît pile poil au moment où Adora réapparaît, et qu'elle disparaîtra au moment où Adora disparaîtra. Vous voulez vraiment me faire croire
que personne... Vraiment, à un moment donné, quoi. À un moment donné, il faut vraiment être con, quoi, pour croire ça. Enfin bref, après ça, il y a quand même Eudora qui se dit... Ma place est quand même un petit peu à Eteria pour arranger les choses, quoi. Il y a des choses qui doivent se régler encore là-bas et ma place est plus là-bas qu'ici. Mais je reviendrai quand j'en aurai fini. On sera toujours en contact. C'est des au revoir un petit peu jolis entre elle et ses parents. Et en se rendant sur Eteria, il y a Musclor qui la suit parce que quand même, faut pas exagérer, on va aller jusqu'au bout, quoi. On va t'aider un petit peu à libérer le coin. Et la fin, va être très rapide, hein. Je vais vous faire ça vite parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est un combat général. Ils se rendent auprès de la rébellion pour dire « Hey, on est avec vous, on vous suit ». Il y a She-Ra qui se découvre un nouveau pouvoir. Alors là, ça va être un truc, vous allez voir dans cette dernière ligne droite, cette dernière 10 minutes, on va avoir la flambée de pouvoir pour She-Ra. Elle a le pouvoir de communiquer par télépathie avec les animaux sauvages. Ça vient comme ça, hein, ça sort de nulle part, il y a un ours qui sort de nulle part, elle communique télépathiquement avec lui. Et lors du combat général contre le château d'Ordak, donc il va y avoir un gros bordel, c'est pas super bien mis en scène une fois de plus. Mais à un moment donné, il va y avoir Fugor qui se prendra une flèche et qui sera mourant. Et c'est là que She-Ra se dit « Oh, si seulement j'avais moyen de faire quelque chose !» Et elle le guérit avec ses bras, sans s'en rendre compte, quoi. Waouh! 2 super pouvoirs en l'espace de 2 minutes! Wouh! Ça s'enchaîne vite. Et ouais, une fois que c'est fait, c'est un combat ultra basique. Au bout d'un moment, Hordak finit par être défait et se barre en se transformant en fusée une fois de plus avec Ténébra vers de nouvelles aventures. Et c'est là que She-Ra se dit qu'Hordak est encore présent, qu'on a peut-être gagné une bataille, mais c'est pas la guerre tout de suite et que ces gens auront besoin de moi, donc je vais rester ici. En faisant ses adieux déchirants à son frère dans une dernière scène, mais vraiment poignante. Au revoir, Musclor, mon frère chéri. Oh, c'est beau. C'était donc le film She-Ra, et je suis impatient de découvrir la série après ça. C'est ce que je dirais si ce n'était pas un poisson d'avril. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, je ne compte pas, évidemment, traiter de cette série She-Ra-là, mais bel et bien du remake, du reboot, sorti sur Netflix, hein, que ce soit clair. Je tenais quand même à parler de ça. D'une part parce que j'ai jamais fait de poisson d'avril, et même si je suis pas super fan du concept de poisson d'avril, je peux en parler rapidement, je trouve que ça a tendance à être traité trop à la légère, et surtout que pas mal de temps, pas mal de fois, on fait un effort minimum pour ce genre de choses, comme par exemple Link the Sun à certains moments donnés pour certains de ses gags sur les mangas. Bon, des fois c'est travaillé, mais des fois pas tant. Et surtout le fait que c'est un truc qui va gonfler pas mal dans ses vidéos Poisson d'avril. C'est pas tant qu'il les ait faites, c'est pas un problème, ça, il fait des vidéos Poisson d'avril sur les mangas tant qu'il veut, je m'en fiche. Mais c'est surtout le fait qu'il ne les labelle pas comme ça. Au début c'est normal, le 1er avril c'est normal, mais plusieurs jours après, même plusieurs mois après, toujours pas préciser que c'est un Poisson d'avril dans le titre. Il pourrait juste rajouter Poisson d'avril dans le titre. Que ce soit clair. Mais non, quoi. Ce qui fait que si tu découvres ça plusieurs jours, plusieurs semaines en retard, tu te dis, ah cool, un point culture sur les mangas ou quelque chose comme ça, t'es pris par surprise et tu te fais avoir. Et le truc du Poisson d'avril, c'est de faire ça une seule fois dans l'année. Pas de se faire avoir en continu comme ça. Bon voilà, c'est juste le petit détour comme ça. Je suis pas un fan du Poisson d'avril. Je trouve que ça peut être marrant quand on y met les formes, quand on y met des efforts. Et j'estime que j'ai mis suffisamment d'efforts dans cette vidéo, merci. Donc, voilà, c'est juste pour ça que je tenais à apprécier le Poisson d'avril, mais aussi parce que, Poisson d'avril ou pas, je trouve ça quand même intéressant et pas anodin de me renseigner un tout petit peu sur la She-Ra originale. La She-Ra de départ qui aura inspiré celle qu'on va suivre en détail tout le long de cette série, quoi. Celle que je vais suivre pendant 4 x 13, 52 épisodes. Quand même, 52 épisodes, c'est pas rien. Et j'avais vraiment envie de me pencher là-dessus et de découvrir un petit peu ce que c'était à l'époque. Ça, sachant que, voilà, ce film, si je devais le noter... Je lui mettrais quelque chose comme 8,5, 9.
allez, 8,5, c'est beaucoup trop mal foutu dans la mise en scène, dans la façon dont on traite les problèmes, même si le scénario est bon en soi. Si on se centre sur ce que ça raconte à la base, il y a de très bonnes idées qui en sortent, je trouve, et des thèmes qui sont intéressants à exploiter. Hein, cette ancienne générale des armées tyrannique qui croyait être du bon côté mais qui s'avérera ne pas l'être et qui essaiera de se repentir, ce genre de choses, c'est super cool à aborder comme héroïne, vraiment. Et certains moments un peu émotion valent un petit peu le coup, certains dialogues entre She-Ra et Musclor sont sympathiques. Et je mentirais en disant que ça m'a pas fait marrer le côté ultra kitsch de la chose. Je pense pas que je me taperai ça régulièrement, hein, je ferai une overdose assez vite. Mais de temps en temps, ce genre de truc, se marrer devant ça, ça fait plaisir. Mais ça change rien en fait que, en termes de qualité intrinsèque, c'est pas extra, c'est médiocre. Cela étant, voilà pour ce qui est de She-Ra. J'avais vraiment envie de découvrir ce que ça racontait pour me faire une idée donc d'où ça partait. Qu'est-ce que ça va exploiter en fait ce reboot? Est-ce que ça s'inspirera de certaines choses, de certains lieux, de certains personnages? À quel degré ça s'inspirera de ces choses-là? Je suis assez impatient de voir ça parce que la base est très bonne. Et si ça repart de cette base-là en faisant quelque chose de mieux recherché en termes d'action, en termes de ton, en termes de personnages, de dialogue, ça peut être très bon. Ça peut être très bon. Donc, c'était intéressant pour me faire un avant-goût du reboot. Et je suis content d'avoir vu ce film pour ça. En tous les cas, je vous donne rendez-vous lundi qui vient, lundi prochain, pour le vrai début des réacs sur She-Ra, les princesses au pouvoir. À très bientôt, bye!